Bienvenue dans cette exploration exhaustive du premier chapitre de notre traité. Nous posons ici les fondations d'une physique où le vide n'est plus un simple décor, mais un acteur central de chaque phénomène. La physique conventionnelle traite le vide comme un arrière-plan neutre, une simple coordonnée géométrique. Mais cette vision ignore la capacité du milieu à structurer la propagation et la résonance des signaux. Dans la TVS, le bulk possède un état local représenté par le champ scalaire I. Ce champ définit la contrainte, la viscosité ou la résistance effective. Plus I est élevé, plus le milieu est contraignant pour le signal. L'idée centrale est révolutionnaire. La capacité d'un signal à entrer en résonance et à rester reconstructible dépend de cet état du vide. Le signal et le vide ne sont plus séparés. Ils forment un processus relationnel. Nous distinguons trois niveaux, le signal tel qu'il est émis, le vide qu'il traverse, et le signal tel qu'il est finalement perçu. La structure finale peut être radicalement différente de l'émission initiale. La relation de Planck-Echan est ici étendue. La fréquence observable N-center-EFF est modulée par la fonction Fi. Si la contrainte I augmente, la fréquence effective diminue, comme un métronome ralenti dans un fluide visqueux. La loi Carmen décrit cette perte de cohérence cumulative. Ce n'est pas une simple absorption d'énergie, mais une diminution progressive de la capacité du signal à conserver sa structure identifiable, sa phase et sa forme. Cette loi unifie trois effets, l'effet Dennis pour l'accumulation lente de contraintes, l'effet Carmen pour la perte de cohérence et l'effet Casilda-Pacheco pour la modification finale de la couleur ou de la fréquence. L'objectif ultime est de transformer ces intuitions en un cadre rigoureux et falsifiable. Nous préparons ainsi le terrain pour des comparaisons directes avec les observations expérimentales de la physique standard. Le vide est un milieu structurant. Dans notre prochain chapitre, nous définirons mathématiquement la variable fondamentale I et sa relation avec la masse source. Fin de l'introduction. Dans ce second chapitre, nous passons de la théorie générale à la définition rigoureuse de notre variable fondamentale, le champ I. C'est ici que s'établit le lien entre matière et structure du vide. Le champ I n'est pas une coordonnée géométrique. C'est un champ scalaire qui décrit l'état physique local du bulk, sa contrainte, sa viscosité ou sa résistance effective au processus physique. Il agit comme une variable d'état. Plus I est élevé, plus le milieu est contraignant. A l'inverse, un I faible indique un bulk dynamique, disponible pour la propagation et la résonance. La présence de matière structure le vide. Autour d'une masse source M, le champ I augmente selon une loi en 1 sur R, créant une zone de contrainte proportionnelle à la masse et inversement proportionnelle à la distance. L'accélération effective GI/GOF émerge de la variation spatiale de ce champ. En calculant le gradient de Hickey, nous transformons une distribution de contraintes en une force d'entraînement. C'est la mécanique du gradient. Si I varie comme Gm sur R, alors son gradient varie mathématiquement comme Gm sur R au carré. La TVS retrouve ainsi qualitativement la forme newtonienne de la gravité, mais l'interprète comme une poussée du milieu. Nous relions enfin I au CHU. Si I est l'état fondamental du bulk, le CHU en est la manifestation observable, sa résistance effective. La relation S, Edekias KI, exprime cette mesure de la viscosité du vide. Bien que théorique, le champ y permet d'organiser des phénomènes jusqu'ici dispersés, modulation, résistance dynamique et perte de cohérence. C'est une brique pour une physique falsifiable. Le champ y définit le cadre de l'action physique. Dans le volet suivant, nous verrons comment cet état local module directement la fréquence des signaux. Fin du chapitre 2. Bienvenue dans ce troisième volet de notre grand traité. Nous abordons aujourd'hui un pilier de la TVS, la modulation de la fréquence par le vide. C'est ici que nous comprenons comment le bulk dicte le rythme de la matière. La physique standard relie l'énergie d'un quantum à sa fréquence par la relation de Planck. La TVS conserve cette base, mais refuse de considérer le signal indépendamment de son milieu. Nous enrichissons cette loi par l'influence du vide structuré. Nous introduisons la fréquence effective locale, NNEF. Elle représente la fréquence réellement accessible ou observable. Elle dépend de l'énergie disponible, mais est pondérée par Fi, la fonction de modulation du vide local. L'interprétation physique de Fi est primordiale. Un signal ne se manifeste jamais dans un néant. Dans la TVS, le bulk est le milieu actif qui conditionne l'existence même de l'oscillation. Plus le milieu est contraint, plus il s'oppose au rythme rapide. Comme un métronome plongé dans le miel, tout processus périodique ralentit là où la contrainte y augmente. Ce n'est pas une perte d'énergie,
mais une modification des conditions physiques de la mesure. Plusieurs formes mathématiques sont possibles. La plus simple est linéaire, 1 moins bêta eta. Utile pour de faibles variations, elle trouve vite sa limite physique lorsque la contrainte devient trop importante, risquant des valeurs négatives. Pour plus de stabilité, la forme exponentielle est préférable. Elle garantit que la fréquence reste positive pour toute valeur de i, mimant les lois d'atténuation naturelle observées dans de nombreux milieux physiques. Enfin, la forme normalisée permet d'éviter les divergences et conserve une interprétation régulière. À ce stade, ces modèles servent à explorer les conséquences observationnelles de notre théorie. Une distinction cruciale s'impose. La fréquence effective locale, ponctuelle, diffère de la fréquence observée après propagation. Cette dernière intègre l'histoire complète du trajet et l'accumulation de la contrainte rencontrée. C'est cette accumulation, formalisée par l'intégrale du champ et le long du sillage, qui donne naissance à la loi Carmen et à l'effet Casilda-Pacheco. Le signal porte la mémoire du vide qu'il a traversé. La conséquence pour la notion de temps est radicale. En TVS, le temps reste une référence absolue, mais ce sont les processus physiques qui servent à le mesurer qui sont modulés. Une horloge ralentit car son mécanisme interagit avec le bulk. La modulation fréquentielle prépare la définition de la résonance. Dans le prochain chapitre, nous introduirons la puissance effective locale P-RES-F. Fin de cette leçon magistrale sur le chapitre 3. Bienvenue dans ce 4e volet. Après avoir étudié la modulation de la fréquence, nous devons définir une grandeur capable de décrire la capacité d'un signal à entrer en résonance dans un espace donné du bulk. En TVS, la résonance n'est pas déterminée par le signal seul. Elle dépend du bulk local, de sa contrainte et de la géométrie de l'espace disponible pour la stabilisation vibratoire. Nous introduisons pour cela la puissance effective. La puissance effective locale de résonance est le produit de 4 facteurs, un coefficient de couplage H, la contrainte inertielle CB, la fréquence effective NRF et l'espace local de résonance VRSB. Cette grandeur représente l'exigence de résonance. Plus elle est élevée, plus il faut de conditions favorables pour qu'un signal reste cohérent et résonnant. C'est une mesure de la résistance rencontrée par l'oscillation. La contrainte inertielle du bulk, notée CB, combine l'effet de la masse, de la durée d'interaction et de l'espace disponible. Elle décrit la résistance imposée par le bulk à la stabilisation du mode vibratoire. Dans le cas d'une résonance sur une surface, comme une interface ou une membrane du bulk, la contrainte est distribuée. La géométrie de la surface A devient un facteur limitant pour l'intégrité du signal. Pour un volume, comme un plasma ou une région profonde du bulk, nous utilisons la forme tridimensionnelle. Ici, c'est le volume de résonance disponible V qui définit les conditions de stabilité du mode. VRSB local n'est pas un simple volume géométrique. C'est la région effective où le bulk autorise un mode stable. Si la contrainte I augmente, l'espace effectif disponible pour la résonance peut diminuer. En combinant ces éléments, nous obtenons une vision globale. La résonance effective dépend de l'énergie du signal, de sa modulation par le vide et de la disponibilité de l'espace structurel du bulk. La puissance effective locale pose les bases d'une théorie de l'interaction signal-vide. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la loi Carmen et la perte de cohérence. Fin du chapitre 4. Bienvenue dans ce 6e chapitre. Nous avons étudié les lois de modulation et de cohérence. Il s'agit maintenant d'articuler nos 3 piliers, les effets Dennis, Carmen et Casilda-Pacheco, au sein d'une structure commune. Ces 3 effets ne sont pas des éléments séparés. Ils constituent 3 niveaux de lecture d'une même dynamique physique s'exerçant sur tout signal traversant le bulk structuré. L'effet Dennis est le premier niveau, celui de l'accumulation lente de contraintes. C'est le poids invisible du trajet, la mémoire du vide traversé qui s'incrémente mathématiquement par l'intégrale du champ UI. Cette contrainte n'est pas immédiatement visible localement. Elle nécessite une distance ou une durée suffisante pour devenir significative et impacter l'intégrité même du signal. L'effet Carmen intervient lorsque l'accumulation Dennis atteint un seuil de rupture. C'est la perte de cohérence effective, l'émergence d'un horizon où le signal n'est plus reconstructible fidèlement dans son état initial. Ici, la dynamique cumulative de la loi Carmen se manifeste concrètement. La structure de l'information se brise devant la viscosité du vide, marquant la limite de la détection possible. Enfin, l'effet Casilda-Pacheco est l'observable final. C'est la signature mesurable de la traversée, une modification de la fréquence, de la couleur ou de l'énergie effective du signal après son interaction avec le bulk.
Ce troisième niveau traduit l'histoire du signal en une donnée concrète. La dérive fréquentielle devient le témoin direct de la résistance dynamique du vide structuré rencontré sur le chemin. L'articulation est complète. L'accumulation d'Ennis mène à l'horizon Carmen et s'exprime par la signature Casilda-Pacheco. C'est l'architecture cohérente de la propagation en TVS. Nous avons posé les bases de la propagation. Dans le volet suivant, nous explorerons l'hypothèse de la mémoire du bulk et les noyaux de mémoire K. Fin du chapitre 6. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième tome de notre étude monumentale du document D, un voyage vers les frontières de la théorie du vide structuré, là où le vide révèle sa mémoire et se soumet au verdict de l'expérience. Bienvenue dans l'extension avancée. Le chapitre 7 soulève une question fondamentale, souvent ignorée par la physique classique. Le vide possède-t-il une mémoire? Réagit-il instantanément à une contrainte ou conserve-t-il une empreinte durable de son histoire? C'est le point de départ de notre extension dynamique. L'hypothèse de mémoire du bulk suggère que le vide ne réagit pas instantanément. Comme un tissu qui garde l'empreinte d'une pression passée, le vide peut conserver une trace de ses états précédents, modifiant ainsi les conditions de propagation futures. Nous définissons alors une contrainte effective état F. Elle n'est plus une valeur locale et instantanée, mais le résultat d'une intégration sur tout l'historique du système. Le présent est littéralement façonné par le spectre du passé. C'est l'essence de l'effet d'Ennis renforcé. Cette mémoire est régie par le noyau K. Il définit la dynamique de l'oubli et de la persistance structurelle. Avec une forme exponentielle, nous voyons que le vide oublie progressivement, mais garde une trace structurante à court terme, créant une inertie informationnelle fondamentale. La loi Carmen s'en trouve transfigurée. La perte de cohérence ne dépend plus seulement de la distance, mais de la densité historique du trajet. Le signal n'interagit plus avec un vide neutre, mais avec un vide qui a une histoire, introduisant des retards et une hystérésis indétectable auparavant. L'interprétation physique est profonde. Le signal n'interagit plus avec un état instantané, mais avec un milieu qui possède une biographie. Cela entraîne une propagation non symétrique et une dépendance totale au chemin parcouru. Le vide est devenu un acteur historique. Même quand le champ état est faible, sa structure subsiste via les invariants. L'invariant I état capture l'énergie contenue dans les gradients spatiaux. Il révèle que le vide peut être calme en apparence, mais structurellement tendu et riche en informations latentes. Plus complexe, l'invariant IE décrit les déformations tidales intrinsèques du bulk. Il mesure la courbure de la contrainte elle-même. C'est le niveau de description le plus fin, permettant de distinguer deux régions de contraintes identiques mais de structures spatiales divergentes. La structure prime sur l'amplitude. La conséquence majeure est là, deux régions avec le même champ état peuvent produire des effets physiques radicalement différents si leur structure spatiale ou leur histoire diffèrent. Nous passons d'un modèle descriptif à une véritable dynamique de champ. Le chapitre 8 est celui du verdict. Pour être science, la TVS doit être falsifiable. Elle ne doit pas seulement expliquer le passé, mais prédire le futur. Nous identifions ici les signatures expérimentales qui permettront de valider ou d'invalider notre modèle face à la réalité. Le principe général consiste à comparer deux situations où les modèles standards prédisent une égalité parfaite, mais où la TVS attend une divergence liée à la structure du bulk. Il faut isoler le signal des effets parasites, Doppler, thermiques, pour mesurer la pure signature du vide. Le premier test porte sur la déviation fréquentielle non standard. Un signal traversant un bulk contraint subira une correction cumulative. Ce n'est pas un redshift classique, mais une modification de la fréquence effective dictée par l'intégrale du champ état sur tout le trajet, une signature de viscosité. Le test 2 examine la perte de cohérence dépendante du trajet. La loi Carmen prédit que la structure accumulée du vide finit par éroder la reconstructibilité du signal. À distance égale, deux trajets dans des bulks différents ne donneront pas le même signal à l'arrivée. Le vide floute l'information. Le test 3 exploite l'effet mémoire. En soumettant le vide à un cycle de contraintes, nous cherchons une hystérésis. Le signal doit porter la trace de son passé récent, accusant un retard de réponse que seule la mémoire intrinsèque du bulk peut justifier. Le vide se souvient de sa fatigue. Le test 4 est le test de vérité. Dans une zone où l'accélération gravitationnelle nette est nulle par symétrie, la relativité générale ne prédit aucun effet. Mais la TVS y voit des invariants structurels non nuls. Si un signal y dévie, la structure du bulk sera prouvée. C'est le point de rupture de notre modèle. Le test 5 revisite les horloges atomiques.
Pour nous, le temps est fixe, mais les mécanismes vibrent selon la viscosité locale. Deux horloges dans des potentiels identiques, mais des structures de bulk différentes doivent diverger. Ce n'est pas le temps qui ralentit, c'est l'atome qui peine. Enfin, l'application au plasma. Milieu ultra sensible, ils sont les détecteurs par excellence. Un plasma proche d'un seuil critique réagira à la moindre modification de état F, validant la stratégie de la commande K comme outil de compensation de la résistance effective du milieu. Nous fixons nos critères de falsification avec rigueur. Si aucune divergence n'est mesurée, la TVS restera une belle interprétation. Mais la moindre différence reproductible ouvrira la porte à une nouvelle physique du bulk. Nous acceptons le verdict des faits à venir. Le chapitre 9 est celui de la synthèse et de l'humilité. La TVS ne doit pas être vue comme une négation, mais comme une extension effective. Nous situons ici notre modèle face à la relativité générale, la mécanique quantique et l'électromagnétisme, cherchant les ponts plutôt que les murs. La gravité pour Einstein est géométrique. Pour la TVS, elle est l'effet macroscopique d'un gradient de contrainte mécanique du vide. L'apparence est identique dans les cas limites, mais la cause physique change radicalement. Nous passons de la forme vers la pression, du contenant vers le milieu. La divergence sur le temps est conceptuelle. La dilatation temporelle devient une modulation des processus physiques. Si θ augmente, la fréquence diminue. L'illusion est temporelle, mais la réalité est interactive. Le chronomètre ralentit car le milieu résiste, pas parce que le temps s'étire. Le redshift gravitationnel est reformulé via la contrainte de Carmen. La TVS insiste sur l'effet total du trajet, et pas seulement sur la différence entre points d'émission et d'observation. C'est ici que l'histoire du bulk devient un paramètre mesurable et discriminant entre les deux théories. Face à Maxwell, nous restons prudents. La TVS ne remplace pas les équations classiques, elle ajoute un niveau de description effectif sur la manière dont le vide influence la phase et la cohérence. Une cohabitation harmonieuse où le bulk vient parfaire la description de la propagation limite. Récapitulons une dernière fois. Courbure contre gradient. Dilatation contre modulation. Vide neutre contre bulk actif. La TVS offre une lecture mécanique et historique de l'univers, là où la physique standard restait géométrique et instantanée. Deux regards sur une même réalité, mais un seul intègre l'histoire du vide. Soyons clairs sur notre statut. La TVS est une théorie effective, spéculative, mais rigoureusement architecturée. Elle propose une reformulation solide, capable d'identifier des signatures nouvelles, ouvrant la voie à une ingénierie perceptive du vide. Nous ne remplaçons pas, nous prolongeons. Le tome 3 a unifié la mémoire, les tests et la comparaison. Le document D est désormais complet dans son architecture théorique et armé pour affronter le réel. Nous avons les clés de la structure invisible, la feuille de route vers la physique du bulk. La science peut commencer. Ainsi s'achève ce volet magistral de nos explorations. Nous avons parcouru les extensions les plus profondes de la TVS. Merci de nous avoir suivis dans cette quête de vérité monumentale. À bientôt pour la mise à l'épreuve des faits. Fin de la session de tome 3.